La plus grande réussite de l'humanité dans l'espace est aussi la preuve que nous n'y avons jamais notre place. Voyager 1 s'éloigne de nous depuis près de 50 ans et se trouve maintenant à 160 unités astronomiques. C'est une victoire. Maïs, cette victoire survit avec une puissance qui peine à allumer quelques ampoules en confirmant 22 heures plus tard une commande envoyée de la Terre. Et cela n'est rien comparé à ce dont nous avons besoin. Un véritable vaisseau stellaire devra être 10 000 fois plus complexe que voyager, car ce n'est pas juste une sonde, c'est un monde fermé qui doit se suffire à lui-même pendant des centaines d'années. Mais le véritable paradoxe est le suivant. Le plus grand ennemi n'est pas le rayonnement extérieur, mais la lente décomposition intérieure, la mort silencieuse qui commence lorsque l'efficacité du système de recyclage de l'eau chute de 98 à 97%. Si vous voulez voir comment la route des étoiles est bloquée, non pas par le carburant de fusée, mais par un filtre à eau défaillant, rejoignez la chaîne, car, dans un instant, vous affronterez la vérité la plus brutale de l'ingénierie. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru que le plus grand défi pour atteindre les étoiles était la vitesse, des moteurs plus puissants, un carburant plus efficace, des conceptions plus audacieuses. C'est ce que la science-fiction nous a appris. Mais, lorsque nous avons vraiment commencé à écouter les profondeurs de l'espace, en particulier cet explorateur solitaire, lancé en 10 à 9, 177, Voyager 1, nous avons compris que nous avions tout mal interprété, car la vraie question n'est pas « à quelle vitesse pouvez-vous aller ?» La vraie question est « combien de temps pouvez-vous survivre ?» Nous savons maintenant que le secret de la construction d'un vaisseau stellaire ne réside pas dans les systèmes de propulsion, mais dans sa capacité à atteindre sa destination avant de se dévorer lui-même. C'est pourquoi nous devons commencer par le premier mot, le plus dangereux des débats sur les vaisseaux stellaires. Fonctionnel. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Mais ce seul mot renferme des cauchemars d'ingénierie, car se déplacer dans le vide spatial est gratuit. Une fois que vous avez pris de la vitesse, vous continuez pour l'éternité. Un vaisseau mort voyage donc à la même vitesse qu'un vaisseau vivant. Alors, quelle est la différence? La différence n'est pas la vitesse, c'est la capacité. C'est la différence entre un cercueil et un vaisseau stellaire. Le vaisseau peut-il encore produire de l'énergie? Peut-il protéger ses occupants du rayonnement qui bombarde la coque à chaque seconde? Peut-il extraire le dioxyde de carbone de l'air et recycler l'eau des déchets? Peut-il produire de la nourriture? Peut-il naviguer avec une précision suffisante pour savoir où il est et où il va? Et surtout, peut-il réparer les machines qui maintiennent en vie tous ces autres systèmes? Retirer une seule de ces capacités, et ce n'est plus un vaisseau stellaire. C'est une épave avec une orbite. Un sarcophage d'acier transportant les restes gelés d'une mission qui a commencé avec espoir, mais qui s'est terminée avec une pompe cassée, un joint fissuré ou une carte de circuit imprimée qui ne s'est jamais réveillée à cause d'un rayon cosmique. C'est précisément pour cela que le succès de Voyager 1 est trompeur. Il a survécu pendant près de 50 ans, mais c'est une machine 10 000 fois plus simple que ce dont un équipage a besoin. Pour bien comprendre cette complexité, nous devons gravir le problème marche par marche. Et chaque marche de cette échelle est bien plus brutale que la précédente. Voici donc l'échelle de la difficulté du vol spatial. La première marche, c'est l'orbite terrestre basse, le foyer de la Station spatiale internationale. À seulement 400 km au-dessus de la surface, vous êtes à l'intérieur du bouclier magnétique protecteur de la Terre.
Le retour à la maison prend quelques heures, les vols de ravitaillement sont fiables et la communication avec le contrôle au sol est instantanée. Cette marche, nous la connaissons. Nous y maintenons une présence humaine ininterrompue depuis plus de 25 ans. La deuxième marche, c'est la Lune, à environ 384 000 km. Le délai de communication est d'un peu plus d'une seconde dans chaque sens. Le ravitaillement est cher, mais possible. Le rayonnement augmente, mais le retour est toujours une option en cas de défaillance majeure. Mais la troisième marche, Mars, est là où les règles du jeu changent complètement. Vous êtes entre 55 millions et 400 millions de kilomètres de la Terre, selon la position des planètes. Le délai de communication aller simple varie de 4 à 24 minutes. Poser une question et obtenir une réponse peut donc prendre près d'une heure. Le ravitaillement est impraticable. Et pour la première fois, une urgence médicale ne peut pas être résolue par une évacuation. Mars transforme le concept de « pas de sauvetage » d'un risque théorique à une réalité vécue. Pourtant, l'espace interstellaire n'est pas la marche suivante de cette échelle. C'est une échelle entièrement différente. Là-bas, le Soleil n'est plus une source d'énergie, c'est un point brillant comme les autres. Et la réponse à un message que vous envoyez chez vous, si elle arrive, arrivera après votre mort. C'est pourquoi le véritable ennemi sur la route des étoiles n'est pas la distance, mais le temps. Et le temps attaque tout à bord du vaisseau en même temps, patiemment, sans relâche, impitoyablement. Un vaisseau stellaire ne tombe pas en panne comme une fusée. Les fusées meurent dans le feu. Elles explosent sur le pas de tir ou se désintègrent pendant l'ascension. Leurs échecs sont instantanés et spectaculaires. Mais un vaisseau stellaire tombe en panne comme un corps humain lentement, silencieusement, un organe après l'autre. L'efficacité de la membrane de recyclage de l'eau diminue de 3% chaque année. Après 20 ans, elle tombe sous le seuil minimum requis pour soutenir l'équipage. Mais il n'y a pas d'eau d'appoint. Un roulement dans le ventilateur principal de circulation de l'atmosphère commence à vibrer doucement. L'équipage identifie le problème, mais l'atelier de fabrication à bord ne peut pas reproduire exactement la pièce d'origine. Ils en font une copie proche. Elle dure 2 ans. Pendant ce temps, un impact de micrométéorite, survenu 3 ans plus tôt, a fissuré une conduite de refroidissement secondaire dans le module de puissance. La fuite est lente, mais les niveaux de liquide de refroidissement baissent. Le réacteur ne peut plus fonctionner à pleine capacité. La puissance de sortie est réduite de 15%, et l'équipage doit décider quels systèmes fonctionneront à pleine puissance et lesquels seront rationnés. Rien de tout cela n'est une catastrophe en soi. Mais les problèmes s'accumulent. Ils s'enchaînent les uns les autres. Les ressources dépensées pour résoudre un problème ne peuvent pas être utilisées pour en résoudre d'autres. Le vaisseau entre dans une spirale lente et douloureuse de perte de capacité. À quoi ressemble exactement cette lente agonie lorsqu'elle commence au cœur battant du vaisseau dans les systèmes de support de vie? Que se passe-t-il lorsque les machines, qui devraient maintenir le vaisseau en vie en le faisant respirer, commencent elles aussi à s'étouffer lentement? Et quand cela arrive, un vaisseau stellaire devient moins un véhicule spatial qu'un poumon géant, luttant pour maintenir un équilibre chimique délicat. Cet équilibre peut se rompre à tout moment, car un habitat fermé doit se battre constamment pour empêcher ses propres occupants de l'empoisonner. Chaque expiration libère du dioxyde de carbone, de l'humidité et des composés organiques dans l'environnement. Le vaisseau doit donc respirer en permanence. Mais sa respiration est mécanique, et ce mécanisme s'use impitoyablement, car le premier et le plus mortel des ennemis est le dioxyde de carbone.
Sur la Station spatiale internationale, ce gaz est éliminé à l'aide de lits de sorbants zéolithiques. Ces lits absorbent le gaz, puis sont périodiquement chauffés pour le libérer à l'extérieur et être réutilisés. Mais ce processus n'est pas parfait. Chaque cycle de chauffage dégrade légèrement la structure moléculaire des lits. Au fil des ans, cette dégradation s'accumule et les lits ne peuvent plus se régénérer complètement. C'est alors qu'ils doivent être remplacés par de nouveaux lits. Pour la Station spatiale internationale, c'est aussi simple que le prochain vol cargo, mais sur un vaisseau stellaire, toutes les pièces de rechange sont dans l'inventaire du vaisseau. Et lorsque cet inventaire est épuisé, les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la cabine commencent à grimper lentement. À seulement 1% de concentration, l'équipage souffre de maux de tête et de difficultés de concentration. À 2%, leur capacité de prise de décision est affaiblie de manière mesurable. À 5%, des vertiges et une confusion s'installent. Au-dessus de 8%, la perte de conscience et la mort surviennent en quelques minutes. La différence entre un vaisseau stellaire fonctionnel et un vaisseau mort pourrait être un épurateur chimique qui fonctionne avec seulement 3% d'efficacité en moins qu'il y a 10 ans. La marge de survie est aussi mince que cela. Mais le problème ne vient pas seulement du gaz que nous expirons, mais aussi de celui que nous inspirons. C'est pourquoi le deuxième champ de bataille critique est la production d'oxygène. La Station spatiale internationale produit de l'air respirable en séparant l'eau en hydrogène et oxygène par électrolyse. Mais ce processus n'est pas gratuit non plus. Les cellules d'électrolyse se dégradent avec le temps. Les catalyseurs du réacteur Sabatier, qui complètent le processus, perdent leur efficacité. Et tout le système dépend d'un approvisionnement fiable en eau et en électricité. Si l'un de ces éléments tombe sous le seuil requis, la production d'oxygène diminue également, l'équipage ne s'étouffe pas soudainement. Pendant des semaines, il s'asphyxie sans s'en rendre compte, tandis que la pression partielle de l'oxygène dans la cabine diminue lentement. L'atmosphère s'affaiblit progressivement jusqu'à ne plus pouvoir soutenir une activité humaine consciente. L'air à bord d'un vaisseau stellaire n'est pas une ressource que vous chargez au décollage et que vous oubliez. C'est un système vivant, maintenu par des machines qui tournent en permanence. Si les machines ralentissent, l'atmosphère meurt lentement. Et cela nous amène au problème peut être le plus fondamental et le plus terrifiant, l'eau. Car l'eau apporte ses propres cauchemars. Un être humain a besoin d'environ 2,5 à 3 litres d'eau potable par jour. À cela s'ajoute l'eau nécessaire à la préparation des aliments, à l'hygiène et à l'agriculture si vous cultivez votre propre nourriture. Le système de récupération d'eau de la Station spatiale internationale traite l'urine de l'équipage, l'humidité de l'air et d'autres eaux usées pour produire de l'eau potable. Avec les dernières mises à jour, l'efficacité de ce système atteint environ 4, 20, 18%. C'est un chiffre incroyable, mais les 2% restants de pertes doivent être compensés par l'eau de ravitaillement envoyée de la Terre. Sur un vaisseau stellaire, ce luxe n'existe pas. Chaque molécule d'eau à bord, au moment du décollage, est tout ce que vous aurez pour tout le voyage. Même si le système commence avec une efficacité de 98%, la dégradation des filtres et l'épuisement des catalyseurs éroderont ce chiffre sur des décennies. Si le taux de récupération tombe à 90%, le vaisseau perd 10% de son eau à chaque cycle. Sur des décennies, cela devient une menace existentielle. C'est pourquoi le système de récupération d'eau d'un vaisseau stellaire doit avoir un cycle fermé à près de 100%. Et aucun système artificiel n'a jamais réussi cela à cette échelle. Car l'eau n'est pas seulement pour boire. Elle régule la température dans les boucles de gestion thermique.
C'est la matière première pour l'électrolyse de production d'oxygène. Dans certaines conceptions, c'est même une partie du bouclier anti-radiation. Quand vous perdez de l'eau, vous ne perdez pas seulement votre source d'eau potable, mais aussi le contrôle de la chaleur, la production d'oxygène, la production de nourriture et le blindage. Tout en même temps, l'air, l'eau, la nourriture. Ces trois piliers de la vie sont gérés par des machines interconnectées, chacune avec sa propre bombe à retardement. Mais par quoi ces machines elles-mêmes sont-elles alimentées? Qu'est-ce qui les maintient en marche? Et que se passe-t-il lorsque cette source d'énergie commence aussi, inévitablement, à faiblir? Et maintenant, le vrai choc arrive, car le problème le plus grand et le plus tenace dans la bataille pour la survie d'un vaisseau stellaire n'est ni l'air, ni l'eau, ni la nourriture. Le vrai problème, c'est l'énergie qui rend tout cela possible. Et c'est le système qui présente le problème de mise à l'échelle le plus redoutable sur les distances interstellaires. Car, dans l'espace lointain, il n'y a pas d'énergie gratuite. Rien. C'est pourquoi la première et la plus évidente source d'énergie, le Soleil, est une illusion. Dans le système solaire interne, les engins spatiaux dépendent des panneaux solaires. En orbite terrestre, chaque mètre carré reçoit environ 1,36 kW de puissance. Mais cette générosité ne dure pas. En arrivant à Jupiter, ce chiffre tombe à seulement 50 watts par mètre carré. Au-delà de Saturne, l'énergie solaire devient totalement inutile pour autre chose que l'alimentation de l'électronique de base d'une petite sonde. Et dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de soleil, pas d'étoiles, juste une lueur pâle et froide laissée par l'univers lui-même, transportant zéro énergie utilisable. C'est pourquoi un vaisseau en route vers les étoiles doit transporter son propre soleil, sa propre source d'énergie. Ce qui nous amène à la seule technologie éprouvée à longue durée de vie, l'énergie nucléaire. Maïs, même ici, la solution est un piège en soi. Chaque option a sa propre date d'expiration. C'est pourquoi des missions comme Voyager reposent sur des générateurs thermoélectriques à radioisotopes ou RTG. Ils convertissent en électricité la chaleur issue de la désintégration radioactive du plutonium-238. Ils n'ont pas de pièces mobiles. Ils sont incroyablement fiables. Maïs, leur puissance de sortie est très faible, généralement seulement quelques centaines de watts au début de la mission. Et cette puissance diminue constamment avec la demi-vie du plutonium d'environ 4,27,7 ans. Après 100 ans, un RTG produit environ la moitié de sa puissance d'origine. Après 2 siècles, seulement un quart. Pour un vaisseau stellaire avec équipage, nécessitant des milliers de fois plus de puissance, les RTG sont comme essayer d'éclairer une ville avec une lampe de poche. C'est insuffisant. Cela nous dirige vers une option plus puissante, les réacteurs à fission nucléaire. Des conceptions comme le projet Kilopower de la NASA ont montré que des réacteurs spatiaux compacts, pouvant atteindre 10 kW, sont possibles. Mais un réacteur à fission nécessite du combustible, des systèmes de refroidissement et un blindage anti-radiation. Et son combustible, l'uranium enrichi, n'est pas infini. Un réacteur conçu pour fonctionner pendant 50 ans doit transporter 50 ans de combustible. Ces barres de combustible gonflent et se dégradent sous le bombardement constant de neutrons. Les boucles de refroidissement se corrodent de l'intérieur, et un réacteur qui doit fonctionner pendant 100 ans sans une révision complète est complètement au-delà de notre expérience actuelle en ingénierie. Même les réacteurs les plus durables sur Terre durent de 40 à 60 ans, et ils le font avec l'entretien d'armées de spécialistes disposant d'une chaîne d'approvisionnement mondiale. Et la fusion ? La puissance qui alimente
les étoiles, cela résoudrait théoriquement le problème de l'énergie. Mais, après plus de 70 ans de recherche, l'énergie de fusion contrôlée et continue n'a pas encore été réalisée sur Terre. Dire qu'un vaisseau stellaire fonctionnera à la fusion est, pour l'instant, une déclaration d'espoir, pas un plan d'ingénierie. L'énergie rend tout possible. Mais qu'en est-il des boucliers qui doivent protéger la source d'énergie et tout le reste ? C'est là que nous rencontrons un problème pour lequel aucune technologie connue n'offre de solution élégante. Car le principal danger des radiations dans l'espace interstellaire vient des rayons cosmiques galactiques. Ce ne sont pas les particules à faible énergie du vent solaire, ce sont les noyaux entièrement ionisés de protons, de noyaux d'hélium et d'éléments lourds comme le fer, accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière par des restes de supernovas. Ils traversent des mètres de matière solide, et ajouter simplement plus de blindage ne fonctionne pas. Car lorsqu'une de ces particules à haute énergie frappe une couche de blindage, elle ne s'arrête pas, elle se brise. Et elle crée une gerbe de particules secondaires qui peuvent être tout aussi dommageables que la particule originale. C'est ce qu'on appelle la spallation nucléaire. Et cela signifie qu'au-delà d'une certaine épaisseur, chaque couche de blindage supplémentaire peut en fait augmenter, au lieu de diminuer, la dose de rayonnement atteignant l'équipage. Les chiffres sont brutaux. Dans l'espace interstellaire non protégé, un membre d'équipage accumulerait des centaines de millisieverts par an. Même le meilleur blindage passif ne peut réduire cette dose que de 30 à 50%. Sur un voyage de 40 ans, la dose cumulative dépasse de plusieurs fois la limite de carrière fixée par n'importe quelle agence spatiale pour un astronaute. Cela signifie que le risque de cancer radio induit pour chaque membre d'équipage monte en flèche statistiquement. Ils ne meurent pas soudainement, ils vieillissent plus vite, ils tombent malades plus souvent, et la population du vaisseau devient de plus en plus fragile. Que se passe-t-il lorsque cette attaque constante de l'extérieur est aggravée par une menace tout aussi insidieuse venant de l'intérieur? Que se passe-t-il lorsque la chaîne des pièces de rechange et de la maintenance se brise? Et quand cela arrive, le vaisseau stellaire commence à se dévorer lui-même, car chaque composant mécanique à bord a une durée de vie finie. Les roulements s'usent, les joints se dégradent, les turbines de pompe s'érodent, et stocker des pièces de rechange pour chaque défaillance possible sur un voyage de 50 ou 500 ans devient un problème de masse et de volume qui dépasse la capacité de chargement du vaisseau. C'est pourquoi la solution semble être l'impression 3D. Emporter de la matière première, fabriquer les pièces au besoin. Cela semble logique. MAIS, l'impression 3D, n'est pas magique. Car avec la technologie actuelle, il est presque impossible de reproduire exactement les propriétés métallurgiques d'une pièce qui doit fonctionner sous haute contrainte et haute température, comme une turbine. Des turbopompes. La structure des grains, la porosité et les propriétés de fatigue des pièces métalliques imprimées sont différentes de celles d'une pièce fabriquée de manière traditionnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Vous produisez une pièce de rechange qui a l'air identique à la pièce d'origine. Mais cette pièce tombe en panne après seulement 1000 heures au lieu de 10 000. Cela crée un cercle vicieux, augmentant la charge de maintenance par 10 et accélérant la dégradation globale du vaisseau. Et cela ne concerne que la pièce elle-même. Il y a aussi l'expertise pour la produire. Quelqu'un à bord doit concevoir cette pièce, choisir le bon matériau, calibrer l'imprimante et inspecter les défauts. Cette connaissance doit être transmise de génération en génération. Si l'expert en fabrication meurt et que son apprenti n'est qu'à moitié formé, la capacité de production du vaisseau diminue. Et si l'imprimante elle-même tombe en panne et ne peut être réparée, toute la chaîne de maintenance s'effondre.
Le vaisseau commence à consommer son inventaire de pièces de rechange sans possibilité de renouvellement. À partir de ce moment, chaque composant qui tombe en panne est un dommage permanent. Mais cette décomposition interne devient beaucoup plus mortelle lorsqu'elle est combinée à une menace extérieure. C'est pourquoi les micrométéorites et la poussière interstellaire sont les assassins silencieux du vaisseau. Le milieu interstellaire n'est pas vide. En moyenne, il y a un atome par centimètre cube. À basse vitesse, c'est inoffensif. Mais pour un vaisseau voyageant à 5% de la vitesse de la lumière, même un grain de poussière d'1 milligramme a la même énergie cinétique qu'une balle de gros calibre. À 10% de la vitesse de la lumière, cette énergie est équivalente à celle d'un petit explosif. Sur un voyage de plusieurs décennies, la surface avant du vaisseau subit des milliers, voire des millions de tels impacts. Chaque impact érode le bouclier, endommage les capteurs et affaiblit la coque. Les boucliers Whipple, utilisés sur les engins spatiaux actuels, sont conçus pour des vitesses de débris orbitaux de 10 à 15 km par seconde. Mais ils pourraient être totalement inadéquats pour la poussière interstellaire arrivant à des milliers de kilomètres par seconde, car à ces vitesses, la particule incidente et le matériau du bouclier se vaporisent, créant des jets de plasma qui peuvent pénétrer plus profondément que des fragments solides. Cela signifie que le bouclier lui-même doit résister à ce bombardement constant pendant des décennies. Et pendant que cette armure du vaisseau se perce lentement, la cargaison la plus vulnérable à l'intérieur, l'équipage, mène sa propre guerre biologique. Car les soins médicaux, à bord d'un vaisseau stellaire, doivent se faire sans aucune des infrastructures qui rendent la médecine moderne possible. Sur Terre, un patient avec une fracture complexe est traité par des équipements d'imagerie, des salles d'opération stériles et des chirurgiens spécialistes. Sur un vaisseau stellaire, ce patient est traité par la personne ayant la formation médicale la plus poussée à bord, avec l'équipement et les médicaments de l'inventaire du vaisseau. Et ces médicaments osent peu être le problème le plus brutal. La plupart des médicaments ont une durée de conservation testée de 2 à 5 ans dans des conditions contrôlées. Mais, sur un vaisseau stellaire, ces conditions n'existent pas. Le rayonnement ambiant accélère la décomposition des molécules organiques complexes. Les fluctuations de température sollicitent les liaisons chimiques. Des antibiotiques comme la pénicilline peuvent perdre plus de 50% de leur efficacité en 3 à 4 ans, même dans un stockage idéal. Un médicament d'urgence critique, comme l'épinéphrine, devient peu fiable en environ 2 ans. Et le pire, une augmentation des cas de cancer due aux radiations est presque une certitude. Mais les médicaments de chimiothérapie utilisés pour traiter le cancer sont parmi les plus instables chimiquement. Un équipage confronté à des taux de cancer croissants pourrait être équipé de médicaments périmés, dégradés ou déjà consommés des décennies auparavant par des patients précédents. Alors que la santé physique s'effondre, une horloge génétique se met également en marche. Alors, comment fonctionne exactement cette horloge génétique? Et pourquoi, dans un système clos, même un équipage de plusieurs centaines de personnes est-il condamné à une impasse biologique? Ralentissons un peu le rythme des découvertes choquantes et plongeons dans les détails biologiques et mécaniques impitoyables qui se cachent derrière cette lutte pour la survie. Car l'effondrement d'un vaisseau stellaire ne se produit pas seulement avec des métaux brisés, mais aussi avec des codes génétiques brisés. C'est le problème de l'érosion génétique. Pour comprendre ce concept, imaginez l'équipage d'un vaisseau stellaire comme une petite communauté insulaire, complètement isolée du continent. Une population de départ de quelques centaines de personnes peut sembler avoir une diversité génétique suffisante au début, mais, au fil des générations, ce pool génétique se rétrécit inévitablement.
car aucun nouveau matériel génétique n'arrive. Les mêmes génomes limités se combinent encore et encore. Qu'est-ce que cela signifie? Les troubles génétiques récessifs, statistiquement insignifiants dans une population de plusieurs millions, commencent à apparaître de plus en plus fréquemment dans ce système fermé. Mais le vrai danger se cache dans un mécanisme plus insidieux. À mesure que les gènes connus sous le nom d'allèles de l'antigène leucocytaire humain ou HLA, qui déterminent la diversité de notre système immunitaire, se rétrécissent dans la population, l'équipage devient de plus en plus vulnérable aux nouveaux pathogènes. Ces pathogènes n'ont pas besoin de venir de l'extérieur. Une simple bactérie ou un virus mutant à l'intérieur même du vaisseau peut se transformer en une épidémie mortelle pour une population dont le système immunitaire est affaibli après quelques générations. C'est ce qu'on appelle la dépression de consanguinité, une baisse générale de la vitalité biologique. Les taux de fertilité diminuent, la mortalité infantile augmente. Et chaque génération successive produit une population mesurablement moins résiliente que la précédente. La gestion de ce problème nécessite une planification délibérée de la reproduction sur des siècles. Mais cela entraîne des cauchemars éthiques et sociaux qu'aucune société humaine n'a jamais eu à gérer dans des conditions aussi contraignantes et irréversibles. Pourtant, alors que la biologie du vaisseau s'effondre, son cerveau, les systèmes informatiques et de navigation, subit sa propre érosion. C'est pourquoi le problème de la navigation se pose lorsque la géométrie elle-même change au fur et à mesure que le vaisseau se déplace. Dans le système solaire, un engin spatial détermine sa position en utilisant le Soleil, les planètes et les stations au sol. Mais, dans l'espace interstellaire, rien de tout cela n'existe. Le vaisseau ne peut trouver sa position qu'en mesurant les positions angulaires d'étoiles lointaines et en les comparant à un catalogue d'étoiles stockées. Mais, à mesure que le vaisseau se déplace, les positions apparentes des étoiles utilisées comme point de référence au départ changent également. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Sur un voyage de plusieurs années-lumière, les constellations familières se déforment jusqu'à devenir méconnaissables. Il faut constamment corriger le catalogue en utilisant des modèles de mouvement propres, le mouvement physique réel de chaque étoile dans la galaxie. Mais ces modèles contiennent des incertitudes significatives, en particulier pour les étoiles lointaines. Une petite erreur dans la correction du mouvement propre d'une seule étoile de référence peut entraîner un écart de navigation de plusieurs millions de kilomètres sur un voyage de plusieurs décennies. De plus, cela suppose que les capteurs fonctionnent parfaitement, mais ils se dégradent aussi. Les détecteurs à semi-conducteurs des viseurs d'étoiles optiques accumulent des dommages dus aux radiations. Des pixels individuels se dégradent, créant des angles morts. Les lentilles et les miroirs se couvrent de microcratères dus aux impacts de poussière interstellaire. Tout cela crée des erreurs systématiques qui décalent la position apparente des étoiles observées de petites quantités cumulatives. Et sans référence externe, l'équipage ne peut pas distinguer cette erreur de capteur d'un véritable écart de navigation. Le vaisseau peut croire qu'il est sur la bonne voie alors qu'il est en train de dévier, ou il peut créer une nouvelle erreur en effectuant une correction erronée alors qu'il était en fait sur la bonne trajectoire. Cette lente cécité se combine avec un autre problème qui frappe le système nerveux électronique du vaisseau, les perturbations par événements uniques. Lorsqu'un rayon cosmique à haute énergie frappe un transistor, il peut inverser un bit en mémoire ou perturber une opération du processeur. En orbite terrestre basse, ces événements sont rares et gérés par des mémoires à correction d'erreurs. Mais, dans l'espace interstellaire, sous un flux de rayonnement plus élevé, la fréquence de ces événements augmente considérablement.
Les dommages cumulatifs dus aux radiations sur des décennies dégradent les performances des semi-conducteurs. Les transistors commencent à avoir plus de fuites. Leur tension de seuil dérive. Les vitesses d'horloge doivent être réduites pour maintenir la stabilité. Les supports de stockage à état solide ou magnétique accumulent des erreurs. L'infrastructure informatique du vaisseau devient lentement moins fiable, moins capable et moins digne de confiance, juste au moment où elle est la plus critique. La biologie se dégrade. Le cerveau devient aveugle. Le système nerveux accumule les erreurs, mais, l'ironie la plus grande réside, peut être dans les muscles du vaisseau, le système de propulsion qui doit l'amener à destination et l'y arrêter. Car le système de propulsion d'un vaisseau stellaire est confronté au paradoxe de la dormance. De nombreux concepts prévoient une phase d'accélération à forte poussée, suivie d'une longue phase de vol libre, puis d'une phase de décélération à forte poussée à l'arrivée. Cela signifie que le système de propulsion doit s'allumer de manière fiable au départ, rester en sommeil pendant des décennies ou des siècles, puis se rallumer avec la même fiabilité à l'arrivée. Mais les systèmes mécaniques et chimiques n'aiment pas la dormance prolongée. Contrairement à un moteur qui fonctionne et est surveillé en permanence, un système de propulsion en sommeil accumule silencieusement des dommages invisibles. Et ces dommages ne se révèlent qu'au moment du rallumage, le seul moment où l'échec est le plus mortel. Vous ne pouvez pas faire de test de mise à feu entre les étoiles. Le carburant résiduel dans les conduites peut lentement former des dépôts de cristaux solides, obstruant les injecteurs. Les joints perdent leur plastifiant dans le vide absolu, devenant cassants et développant des fissures microscopiques. Les roulements des turbopompes peuvent développer des empreintes permanentes en restant dans la même position pendant des années. Et les systèmes d'allumage peuvent tomber en panne en raison du vieillissement chimique ou de la corrosion de contact. Un moteur qui fonctionnait parfaitement au départ peut refuser de démarrer après 50 ans de sommeil froid, sombre et irradié. Et si le moteur ne s'allume pas pour la combustion de décélération, chaque décennie d'efforts minutieux de survie à bord du vaisseau s'effondre en une seule décision mécanique. La destination est là, mais la mission est terminée. Mais tous ces systèmes, air, eau, nourriture, blindage, puissance, pièces de rechange, navigation et propulsion, ne se dégradent pas indépendamment les uns des autres. Ils sont interconnectés. Et c'est cela qui crée le mécanisme peut être le plus dangereux, la spirale de l'effondrement. C'est un processus où une petite défaillance dans un système entraîne lentement tous les autres systèmes vers le bas dans une boucle de rétroaction. Et cette spirale commence avec la vérité la plus brutale de l'ingénierie. Rien ne dure éternellement, et chaque réparation est moins efficace que la précédente. Pour comprendre cette spirale, imaginez le vaisseau comme un corps composé d'organes qui se parlent. Disons qu'une petite fuite dans le réacteur de puissance provoque une réduction de 10% de la puissance de sortie. Ce n'est pas une catastrophe en soi, mais l'équipage doit maintenant faire un choix. Où vont-ils couper ces 10% ? Peut être dans le système de support de vie. Ils font fonctionner les épurateurs d'atmosphère, non plus en continu, mais à 90% du temps. Cela provoque une lente augmentation, à peine perceptible, des niveaux de dioxyde de carbone dans la cabine, ce qui, à son tour, diminue légèrement les fonctions cognitives, l'attention et la capacité de prise de décision de l'équipage. Voici la première connexion. Une puissance réduite a conduit à une performance humaine réduite. Maintenant, cet équipage légèrement fatigué et moins attentif doit s'occuper d'une réparation mécanique complexe ailleurs dans le vaisseau. Une réparation qu'ils auraient normalement effectuée avec 100% de succès, ils la font maintenant avec 95% de succès.
Cette marge d'erreur de 5% raccourcit la durée de vie de la pièce qu'ils ont réparée, et cette pièce tombe en panne plus tôt que prévu, ce qui crée une demande inattendue de pièces de rechange. Vous voyez, la perte de puissance a affecté le support de vie, qui a affecté la performance humaine, qui a affecté la qualité de la maintenance, qui a affecté la consommation de pièces de rechange. La spirale a commencé à tourner. Chaque défaillance rend la suivante plus probable, et chaque réparation est moins durable que la précédente. Le vaisseau devient chaque année un peu moins capable, un peu plus fragile que l'année précédente. Et à un moment donné, le vaisseau franchit une ligne invisible, le moment où il passe d'une mission difficile à une mission qui va certainement échouer. Mais personne ne remarque cette ligne, car il n'y a pas de grande explosion, juste la lente usure de milliers de petites choses. C'est le plus grand cauchemar technique d'un vaisseau stellaire. Mais ce qui alimente ce cauchemar, ce n'est pas seulement l'ingénierie, mais aussi la destination elle-même. C'est pourquoi chaque destination stellaire impose au vaisseau sa propre pénalité de survie. C'est la durée pendant laquelle tous les systèmes du vaisseau doivent fonctionner sans interruption pour atteindre la destination. Et cette durée augmente brutalement avec la distance de la cible. Commençons par notre voisin le plus proche, Alpha du Centaure, à environ 4,4 années-lumière. Même à une vitesse de 10% de la vitesse de la lumière, bien au-delà de notre technologie actuelle, le voyage dure environ 44 ans. Ce chiffre semble presque gérable. Une vie humaine, mais 44 ans est une durée pendant laquelle aucun système de support de vie en boucle fermée n'a jamais été testé. Aucun réacteur spatial n'a fonctionné aussi longtemps sans révision. La Station spatiale internationale est habitée en continu depuis 25 ans, mais elle l'a fait avec plusieurs missions de ravitaillement chaque année. Un voyage de 44 ans signifie que chaque pompe, chaque filtre, chaque jointe à bord doit soit durer tout le voyage, soit être remplacé à partir de l'inventaire du vaisseau. La simple liste des pièces de rechange devient un projet d'ingénierie ahurissant, car chaque pièce de rechange que vous ajoutez augmente la masse du vaisseau, ce qui augmente le carburant nécessaire, ce qui augmente la taille du réacteur, ce qui augmente la masse du bouclier. Le problème d'ingénierie ne croît pas de manière linéaire, mais exponentielle, et ce, pour seulement 44 ans. Et si nous doublions cette durée, c'est alors que nous arrivons à Sirius, à environ 8,6 années-lumière, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Durée du voyage, environ 86 ans. C'est là que la marche de l'échelle change, car ce voyage couvre définitivement plusieurs générations humaines. L'équipage qui a commencé la mission ne verra pas l'arrivée. Ceux qui arriveront seront les enfants ou les petits-enfants de ceux qui ont quitté la Terre. Ce n'est pas seulement un problème mécanique, c'est un problème de connaissance institutionnelle. La connaissance en ingénierie de la première génération doit être transmise à la deuxième génération avec une fidélité parfaite, car une seule génération qui perd une compétence critique crée un vide qui ne peut être comblé. Il n'y a pas d'université pour envoyer ses enfants, pas de bibliothèque technique auto-actualisée, juste un équipage qui enseigne à ses enfants en espérant que ce qu'ils savent sera suffisant, et ce transfert de connaissances doit se faire dans un environnement de rayonnement complexe et potentiellement hostile. Car Sirius n'est pas une seule étoile. Sirius A est une étoile principale brillante, 2 fois plus massive que le Soleil. Maïs, sa compagne, Sirius B, est une naine blanche, un reste d'étoile dense, chaud, et capable de produire un rayonnement ultraviolet et de rayons X intenses, surtout lorsqu'elle arrache de la matière à sa compagne. Le blindage suffisant pour le vide interstellaire pourrait s'avérer insuffisant à l'approche de ce système dynamique et dangereux. Pourtant,
Même si tous ces problèmes techniques et biologiques étaient résolus, il resterait, le problème peut, être le plus difficile et le plus insoluble, le problème du maintien de la civilisation elle-même. Et maintenant, le vrai cauchemar commence. Car un vaisseau stellaire n'est pas seulement une machine faite de métal, de fils et de tuyaux. C'est aussi une civilisation en miniature. Et l'histoire nous a montré à maintes reprises que la seule chose plus fragile que les machines les plus complexes, ce sont les civilisations elles-mêmes. C'est pourquoi le plus grand défi de survie auquel un vaisseau stellaire est confronté est le moment où nous passons de l'ingénierie à la sociologie, car dès l'instant où ce vaisseau quitte la Terre, il devient l'expérience sociale la plus extrême et la plus impitoyable de l'histoire de l'humanité. Et les règles de cette expérience sont écrites avec une brutalité jamais vue auparavant. La première et la plus grande impossibilité, Tau Ceti, une étoile semblable à notre Soleil, à environ 11,9 années-lumière. À 10% de la vitesse de la lumière, le voyage dure environ 120 ans. C'est un seuil. C'est le point où un vaisseau doit rester fonctionnel non seulement entre les générations, mais sur plusieurs générations. Qu'est-ce que cela signifie? L'équipage qui a commencé la mission mourra à bord. Leurs enfants mourront probablement à bord. Et peut-être que leurs petits-enfants seront les premiers à voir l'étoile de destination comme plus qu'un simple point lumineux. Lorsque le vaisseau arrivera, les ingénieurs qui l'ont conçu seront morts depuis des décennies. La langue parlée à bord aura peu être changée. Les valeurs culturelles de l'équipage auront peu être dérivées. Et la structure politique qui a gouverné la première génération aura peu que être été renversée ou abolie par la deuxième ou la troisième. C'est un problème qui ne peut être résolu par l'ingénierie. C'est le problème humain. Une communauté de taille limitée, coupée de tout contact extérieur, doit maintenir la cohésion sociale, la connaissance institutionnelle et l'engagement envers la mission pendant plus de 100 ans. Tous les exemples de communautés isolées dans l'histoire montrent que c'est extraordinairement difficile. Les stations de recherche en Antarctique, les équipages de sous-marins nucléaires, les colonies lointaines, tous présentent des schémas de fragmentation sociale, de perte de connaissances et de dérives culturelles en bien moins d'un siècle. Un équipage en route pour Tau Ceti doit résister à ces forces pendant une période plus longue que celle qui sépare la révolution américaine d'aujourd'hui. Et il doit le faire, tout en essayant de maintenir en vie un vaisseau qui a subi 120 ans de dégradation mécanique continue. M.A.S. Ce n'est que le début. Car, à mesure que la distance augmente, la pression sur la civilisation augmente de manière exponentielle. Et puis vient Trappistin, un choc, un rêve et un cauchemar, à environ 40 années-lumière de la Terre. Mais ce qui le rend spécial, c'est qu'il abrite 7 planètes rocheuses connues, dont 3 se trouvent dans la zone habitable. C'est le plus grand espoir dans le ciel. Mais c'est aussi la plus grande punition, car à 10% de la vitesse de la lumière, le voyage dure environ 400 ans, 4 siècles, 400 ans de fonctionnement ininterrompu. Le vaisseau doit survivre plus longtemps que le temps écoulé depuis la fondation de la colonie de Jamestown jusqu'à nos jours, plus longtemps que l'Empire ottoman, plus longtemps que l'intervalle entre l'invention de l'imprimerie et l'invention d'Internet. À cette distance, le vaisseau stellaire n'est plus un véhicule. C'est une civilisation, et cette civilisation doit gérer ses taux de natalité avec une précision qu'aucune société sur Terre n'a jamais acceptée volontairement. Trop peu d'enfants signifie un déclin de la population et l'ouverture de lacunes critiques en matière de compétences. Trop d'enfants signifie que la capacité de traitement des calories, de l'eau et de l'atmosphère du vaisseau dépasse
ses limites de conception. Chaque naissance est une décision d'allocation de ressources dont les conséquences s'étendent sur des décennies. Cet équilibre doit être maintenu pendant environ 20 générations successives avec une tolérance zéro pour les fluctuations démographiques que chaque civilisation sur Terre a naturellement connues. Et le choix de carrière? Si le vaisseau a besoin d'un certain nombre d'ingénieurs, de réacteurs, de techniciens, de supports de vie et d'experts en agriculture à chaque génération, qui décide si un enfant veut devenir artiste? Les parents? Un conseil de direction ou un algorithme qui prédit les pannes du système? C'est la tension entre l'autonomie individuelle et la survie mécanique collective, et elle réapparaît avec chaque enfant né pendant 4 siècles. Mais cette pression sociale interne peut être aggravée 1000 fois par une nouvelle venue du monde extérieur, car le poison psychologique le plus puissant est le calcul du poids. C'est une réalité mathématique brutale formulée par le physicien Andrew Kennedy. Elle dit ceci: pour tout taux de développement de la technologie de propulsion, il existe une date de départ optimale. Si vous partez trop tôt, vous serez dépassé par un vaisseau plus rapide. Qu'est-ce que cela signifie? Un vaisseau lancé aujourd'hui vers une étoile à 40 années-lumière peut être dépassé par un vaisseau lancé 80 ans plus tard et qui y arrive en 40 ans. L'équipage du premier vaisseau aura passé sa vie sur un vaisseau obsolète avant même d'arriver à mi-chemin. Leurs enfants seront nés pour une mission déjà rendue inutile. Et leurs petits-enfants arriveront à une destination où le comité d'accueil parle une langue différente et utilise une technologie qui fait ressembler le premier vaisseau à une pirogue en bois. Et le pire, c'est que l'équipage peut le savoir. Les nouvelles arrivent en différé, mais elles arrivent. Lorsqu'ils apprennent que leur mission a été invalidée, la seule chose qui les maintenait, le but, s'effondre. La perte de but est l'une des forces les plus destructrices qu'une communauté puisse subir. Elle n'a même pas besoin de rébellion. Il suffit qu'elle érode la volonté du personnel critique d'effectuer ses tâches de maintenance avec une rigueur absolue, et le lent déclin mécanique du vaisseau s'accélère de l'intérieur. Mais, et si la distance augmente tellement que même le fait d'être dépassé ou la perte de but deviennent insignifiants, et si le voyage devient si long que l'histoire de l'humanité elle-même cesse d'être un point de référence? C'est alors que vous atteignez Polaris, l'étoile du Nord. À environ 300, 23, à 400, 33 années-lumière. À 10% de la vitesse de la lumière, le voyage dure plus de 3000 ans. 3000 ans, ce n'est pas un chiffre. C'est l'effondrement d'une civilisation. Le vaisseau doit durer plus longtemps que n'importe quel empire, n'importe quelle religion, n'importe quelle nation et n'importe quelle langue de l'histoire. Les personnes qui arriveront à Polaris seront séparées de celles qui sont parties par un intervalle de temps plus grand que celui qui sépare l'âge du bronze d'aujourd'hui. Elles ne partageront aucune référence culturelle avec leurs ancêtres. Elles ne parleront probablement pas la même langue. Leur structure sociale, leurs valeurs et leur compréhension de la mission auront été rendues méconnaissables par des milliers d'années d'évolution isolée. Pendant ce temps, le vaisseau lui-même ne doit pas seulement être entretenu, mais reconstruit de l'intérieur. Un vaisseau qui se renouvelle pièce par pièce sur des milliers d'années. Comme un organisme biologique remplace ses propres cellules, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de la structure originale, sauf la continuité de la fonction. Polaris est le point où l'idée d'un vaisseau stellaire cesse d'être un défi d'ingénierie et devient la réécriture de l'histoire de l'humanité entière, plusieurs fois à l'intérieur d'un tube en métal. Mais chaque marche de cette échelle repose sur l'hypothèse que la destination existera. Et si la destination se détruit avant que vous n'y arriviez? Et cela nous amène à Bételgeuse, l'avertissement. Ce n'est pas une destination, c'est une supergéante rouge à environ 650 années-lumière.
Elle est si grande que si elle remplaçait le Soleil, sa surface engloutirait Mars et s'étendrait jusqu'à Jupiter. Et elle est en fin de vie. On s'attend à ce qu'elle explose en supernova dans un avenir astronomiquement proche. Cela pourrait être demain ou dans 100 000 ans. Un voyage de 6500 ans à 10% de la vitesse de la lumière donne amplement le temps à l'étoile de changer. Les lointains descendants de l'équipage pourraient arriver non pas à un système stellaire, mais à une coquille en expansion de gaz surchauffé et de radiation. Les restes d'une explosion survenue des centaines d'années auparavant, la mission n'échoue pas seulement, elle est anéantie par sa destination. Cela enseigne la leçon la plus difficile. L'univers n'est pas statique. Les étoiles ne sont pas des luminaires permanents qui attendent que nous les visitions. Elles naissent, vieillissent et meurent. Et sur les plus longs voyages, ces chronologies se croisent. Mais tous ces voyages sont des billets aller simples, de nous vers une étoile. Et si une étoile venait à nous, cela change toute l'équation. C'est la marche la plus étrange de l'échelle. Et son nom est Gliese 710. Ce n'est pas une étoile spéciale. C'est une naine orange faible, actuellement à environ 62,3 années-lumière dans la constellation du Serpent, invisible à l'œil nu. Mais Gliese 710 a un secret. Elle vient vers nous. À environ 14,5 km par seconde. Et le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a calculé sa trajectoire avec une précision incroyable. Dans environ 1,29 million d'années, Gliese 710 passera à environ 10 500 unités astronomiques de notre Soleil. Qu'est-ce que cela signifie? C'est environ un 16e d'une année-lumière. C'est environ un 125e de la distance à notre voisin le plus proche actuel, Proxima du Centaure. Au moment de son approche la plus proche, Gliese 710 sera l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne. Elle éclipsera Sirius. Elle rivalisera en luminosité avec Jupiter. Cela semble être le cadeau ultime pour le voyage interstellaire. La distance se réduit de siècles à des années. Maïs, ce cadeau vient avec un poison, car cette attente de 1,29 million d'années est plus longue que la durée d'existence de l'espèce Homo sapiens. Attendre Gliese 710 n'est pas une stratégie, c'est une fantaisie géologique. Quand elle arrivera, il ne restera rien de l'humanité d'aujourd'hui. Et même si elle s'arrêtait, elle ne s'arrête pas. Elle ne fait que passer. Elle passera comme un navire dans le nuage de Oort, laissant derrière elle une pluie de comètes qui durera des millions d'années en direction du système solaire interne. Gliese 710 n'est pas une destination. C'est un rappel que même la proximité cosmique se mesure sur des échelles de temps qui se moquent de l'ambition humaine. L'univers rapproche parfois les étoiles, mais il le fait selon son propre calendrier. Et ce calendrier ne se soucie pas de notre capacité à survivre. Cela nous ramène à la question la plus fondamentale et la plus brutale. Qu'y a-t-il à la fin de ces voyages? Et si tout se passe parfaitement et que la destination se révèle vide, c'est l'horreur ultime de l'arrivée. C'est le scénario où tout a fonctionné, mais où la mission échoue quand même. Revenons à Alpha du Centaure. Un voyage parfait de 44 ans. Mais que trouvons-nous en arrivant? La planète Proxima b, oui, à peu près de la taille de la Terre, oui, dans la zone habitable. Mais le mot habitable, au sens astronomique, signifie seulement que de l'eau liquide pourrait être possible à la surface. Cela ne signifie pas qu'elle est hospitalière. Proxima b est presque certainement en rotation synchrone avec son étoile. Une face est constamment brûlée, l'autre constamment gelée, et son étoile, Proxima du Centaure, est une étoile à éruption active.
Elle bombarde ces planètes de sursauts de rayonnement des milliers de fois plus puissants que ceux de notre Soleil. Cela a peu être dépouillé l'atmosphère de Proxima b sur des milliards d'années. Ainsi, à la fin d'une victoire d'ingénierie de 44 ans, l'équipage pourrait ne trouver rien de plus qu'un rocher nu, sans air, sans champ magnétique, constamment baigné de radiation. Le plus proche espoir pourrait être une déception. Et les espoirs plus lointains? L'étoile de Barnard, un voyage d'environ 60 ans. Mais avec les données actuelles, il n'y a pas de planète habitable confirmée là-bas. L'équipage aura-t-il sacrifié sa vie pour rien? Trappistin, une épopée de 400 ans. Mais les dernières données du télescope spatial James Webb suggèrent que ces planètes intérieures n'ont probablement pas d'atmosphère. Des indices de méthane ont été trouvés sur le meilleur candidat, TRAPPIST-1e, mais il n'est pas encore clair si cela vient de la planète ou de l'étoile elle-même. Donc, une civilisation de 20 générations pourrait être partie vers une destination dont la détection de l'atmosphère n'a même pas encore été faite. Ce n'est pas seulement un risque d'ingénierie, c'est un pari existentiel. Et ce pari repose sur l'hypothèse que tout fonctionne parfaitement. Mais en réalité, rien ne fonctionne parfaitement. Chaque système, chaque vis, chaque joint, chaque câble est sous l'assaut incessant du temps et des radiations. Et aucun de ces assauts n'est plus brutal que le problème d'une mission qui perd son sens une fois terminée. Supposons que le vaisseau ait survécu. Chaque problème d'ingénierie a été résolu. Le recycleur d'eau a fonctionné à 99,8% d'efficacité pendant un siècle. Le réacteur est resté dans les tolérances pendant 500 ans. La production alimentaire a fourni suffisamment de calories pendant des générations. Les boucliers ont tenu. Les pièces de rechange ont suffi. Et le système de propulsion s'est allumé parfaitement pour ralentir après des décennies de sommeil. Le vaisseau est arrivé à destination. L'équipage est en vie. Le vaisseau est fonctionnel. La mission est un succès selon toutes les mesures mécaniques et biologiques. Maintenant, posez la question la plus difficile. Est-ce que quelqu'un sur Terre s'en soucie encore? La civilisation qui a construit le vaisseau existait à un moment historique précis. Cette civilisation avait des valeurs, des priorités et une compréhension de la mission. Et cette civilisation a continué à changer après que le vaisseau ait disparu dans l'obscurité. Les premiers rapports font la une des journaux. Les deuxièmes suscitent un intérêt académique. Au 10e, une génération est passée sur Terre. Les dirigeants politiques qui ont soutenu la mission sont partis. L'agence spatiale qui l'a gérée a été restructurée. Et un nouveau télescope a déjà recueilli depuis la Terre des données plus détaillées que ce que le vaisseau pourrait recueillir à son arrivée. À mi-chemin, le vaisseau n'est plus une ambition de civilisation, mais une relique coûteuse de l'optimisme d'une époque antérieure. Et ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste est l'anéantissement total. La Terre pourrait connaître une régression technologique, guerre, pandémie, effondrement économique. Le réseau de communication s'effondre et les signaux du vaisseau ne sont plus entendus. Le vaisseau continue d'émettre dans le silence, sans savoir que personne n'écoute. Ou bien l'inverse se produit, une révolution technologique a lieu. Un nouveau système de propulsion, découvert 50 ans après le lancement, permet à une deuxième mission d'aller beaucoup plus vite. Le deuxième vaisseau dépasse le premier. Il arrive à destination des décennies ou des siècles avant lui. L'équipage du premier vaisseau, toujours en route, reçoit un message l'informant que les humains sont déjà arrivés, se sont installés et on peut continuer leur chemin. Tout leur voyage, tous leurs sacrifices, toute leur génération de lutte pour la survie ont été rendus inutiles par une civilisation qui a simplement attendu un peu plus longtemps et construit quelque chose de plus rapide. Toutes ces possibilités
érode la ressource la plus importante à bord, le but. Et sans but, un vaisseau stellaire n'est qu'une boîte de métal pressurisée. Arrêtons-nous maintenant, ralentissons et regardons la question la plus profonde. Au-delà de tous ces cauchemars d'ingénierie, de biologie et de sociologie, que signifient tous ces systèmes, toutes ces civilisations, tous ces risques, si ce que nous trouvons à l'arrivée est plus vide que le voyage lui-même? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, nous qui sommes liés à cette planète? Et maintenant, il est temps de s'arrêter et de réfléchir, car toute conversation sur le rêve d'atteindre les étoiles dépasse finalement les discussions sur les machines, les carburants et les distances pour aboutir à une question beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus personnelle. Pourquoi tout cela? Si le voyage est si difficile, si l'arrivée est si incertaine, et si même le succès peut finalement se transformer en vide, pourquoi continuons-nous à regarder le ciel? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les plans d'ingénierie, mais dans les contradictions les plus profondes de ce que signifie être humain. Et la première contradiction peut être la plus grande, est la dualité de la distance et du temps. D'une part, il y a les distances ahurissantes de l'univers et les durées qui dépassent la vie humaine nécessaire pour les franchir. Un voyage de 44 ans vers Alpha du Centaure, 400 ans vers Trappistune, 3000 ans vers Polaris. Ces chiffres sont si grands qu'ils ne peuvent pas trouver de place concrète dans notre esprit. Ils ne sont pas comme les distances entre les villes sur une carte. Ce sont des échelles de temps géologiques mesurées par l'ascension et la chute des civilisations. C'est la vérité tragique de la situation. Nos corps, nos esprits et les machines que nous construisons ne sont pas conçus pour survivre à ces échelles de temps. Nous sommes des créatures adaptées aux saisons de cette planète, à ses jours et à une durée de vie moyenne de 80 ans. Un voyage de 400 ans n'est pas une durée de mission pour nous. C'est près d'un dixième de l'histoire enregistrée de notre espèce. Et de ce point de vue, l'effort pour atteindre les étoiles peut sembler être une vanité futile, comme une fourmi essayant de traverser l'océan sur un morceau de feuille. Les distances sont trop grandes, le temps est trop long, et nous sommes impuissants dans cette équation. Mais c'est alors que vient le mais. Car d'autre part, il y a ce même esprit humain qui peut calculer avec une telle certitude l'impossibilité de ces voyages. Nous ne pouvons être pas allés physiquement à Alpha du Centaure, mais notre esprit peut y aller en un instant. Nous pouvons traverser la distance que la lumière parcourt en 4,4 ans à la vitesse de la pensée. Nous savons, d'ici, de la Terre, sans même y envoyer un seul atome, que la planète qui tourne autour de Proxima du Centaure est probablement en rotation synchrone, que sa surface est baignée de radiation et que son atmosphère a probablement disparu. C'est la plus belle vérité de ce que signifie être humain. Aussi limité et fragile que nous soyons physiquement, notre compréhension est presque illimitée. Nous ne pouvons être pas construire un vaisseau stellaire, mais nous pouvons prédire pourquoi un vaisseau stellaire échouerait, quel joint se fissurerait et quand, quel réacteur refroidirait et quand, et quelle civilisation s'effondrerait et quand. Ce n'est pas un échec, c'est la plus grande preuve que nous comprenons les règles de l'univers. C'est pourquoi vous faites également partie de cette équation. Vous êtes, au terme d'un processus évolutif de plusieurs milliards d'années, un être qui non seulement survit, mais qui essaie de comprendre l'univers dans lequel il existe. Votre corps peut être fait des atomes de cette planète, mais votre esprit peut voyager avec la lumière des étoiles. Et cela, c'est être bien plus précieux qu'un voyage physique. Et cela nous amène à la deuxième grande contradiction, le paradoxe de la fragilité et de la résilience. Un vaisseau stellaire serait l'une des machines les plus complexes et les plus fragiles jamais conçues par l'humanité. Chaque pièce
dépend d'un équilibre plus délicat que la précédente. L'efficacité d'un filtre à eau qui passe de 98 à 97% peut ruiner toute la mission en quelques décennies. Une augmentation d'1% du niveau de dioxyde de carbone dans la cabine peut compromettre la capacité de décision de l'équipage. Une seule micrométéorite peut condamner un système parfaitement fonctionnel à une lente agonie. C'est une fragilité tragique. Nos plus grands rêves peuvent être détruits par les plus petites et les plus insignifiantes des pannes. Une fissure microscopique dans un roulement peut transformer un navire de milliers de tonnes en une tombe gelée. De ce point de vue, l'idée de construire un vaisseau stellaire est comme construire une cathédrale de verre et la placer au milieu d'une tempête d'astéroïdes. Sa destruction est inévitable. Mais, encore une fois, vient le mais. Car les êtres qui conçoivent, construisent et exploitent cette machine fragile sont aussi les créatures les plus résilientes et les plus adaptables que cette planète ait jamais vues. Nous avons survécu à des périodes glaciaires. Nous avons résisté à des famines, des pandémies et des guerres. Et surtout, nous avons une capacité incroyable à résoudre des problèmes. Cet équipage, à bord d'un vaisseau stellaire, ne serait pas seulement des victimes passives. Ils seraient des ingénieurs, des médecins, des agriculteurs et des inventeurs. Ils essaieraient de réparer cette pompe cassée avec les matériaux limités à leur disposition. Ils redessineraient ce joint fissuré pour en produire un meilleur avec l'imprimante 3D du vaisseau. Ils équilibreraient ce niveau de dioxyde de carbone croissant en trouvant de nouvelles façons de faire fonctionner les épurateurs d'atmosphère plus efficacement. C'est l'expression la plus belle de l'esprit humain. Cette guerre sans fin et créative contre l'entropie inévitable. Nous sommes les plus grands solutionneurs de problèmes de l'univers, et un vaisseau stellaire serait le test ultime de cette capacité. Vous vivez aussi une partie de cette résilience chaque jour. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, chaque fois que vous cherchez une solution à un problème, vous portez l'esprit de cet équipage de vaisseau stellaire. Car survivre, ce n'est pas seulement respirer. Survivre, c'est une lutte constante pour maintenir l'ordre et la fonctionnalité dans un monde qui va inévitablement se dégrader. Et cette lutte nous amène à la troisième et peut être la plus personnelle des contradictions, la nature de la solitude et de la connexion. Un vaisseau stellaire est la définition de la solitude absolue. L'équipage est irrémédiablement coupé de tout ce qu'il a connu, de tous ceux qu'il a aimés et du reste de son espèce. La Terre devient un point de lumière de plus en plus faible, et les réponses aux messages qu'ils envoient, si elles arrivent, n'arrivent que des décennies plus tard. C'est la solitude la plus profonde, la plus écrasante qu'on puisse imaginer. La triste vérité est que nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de connexion, de communauté et d'un sentiment d'appartenance. Un vaisseau stellaire prive son équipage de ce besoin humain le plus fondamental. Il les emprisonne sur un petit îlot de métal dans l'endroit le plus froid et le plus vide de l'univers. Cet isolement peut éroder les esprits et les sociétés, tout comme le rayonnement érode les métaux. Mais, et c'est peu, être le mais le plus important, ce vaisseau crée aussi la communauté la plus intense et la plus significative de l'histoire de l'humanité. Cet équipage n'est plus seulement composé de collègues. C'est une famille où chacun est indispensable à la survie des autres. Chacun a un rôle. L'expertise de chacun est critique. L'ingénieur du réacteur fait confiance à l'expert agricole. Le médecin fait confiance au navigateur. Et tous travaillent ensemble pour maintenir le vaisseau lui-même en vie. C'est un niveau d'interdépendance qui ne peut jamais être atteint sur Terre. Sur ce vaisseau, le mot « nous » n'est pas un concept abstrait, c'est la seule façon de survivre. C'est la plus belle vérité. C'est au milieu de la solitude la plus profonde que nous pouvons trouver la connexion la plus forte. Vous faites également partie de cette connexion.
Chaque fois que vous comptez sur votre famille, vos amis ou votre communauté, vous expérimentez un écho de cette communauté de vaisseaux stellaires. Car être humain, c'est plus que d'être un individu seul. Être humain, c'est faire partie d'un tout plus grand et travailler ensemble pour que ce tout survive. Distance, fragilité, solitude. Ce sont les tragédies inévitables de la route des étoiles. Mais elles offrent aussi les plus grandes opportunités de compréhension, de résilience et de connexion. Comment cette dualité se manifeste-t-elle dans les missions elles-mêmes? Et une mission peut-elle être à la fois un succès absolu et une absurdité absolue? Et cette question nous amène à la contradiction la plus grande et la plus troublante au cœur du concept de vaisseau stellaire. La danse du but et de l'absurdité. Un vaisseau stellaire est la structure la plus axée sur un but que l'humanité ait jamais conçu. Chaque boulon, chaque carte de circuit, chaque action de chaque membre d'équipage est là pour servir un seul grand objectif: atteindre une autre étoile. C'est un sentiment de but absolu, qui demande un dévouement sur des générations pouvant durer des milliers d'années. C'est la vérité tragique, mais aussi glorieuse de la mission. Vivre, se sacrifier et même mourir pour une cause est l'un des motifs les plus fondamentaux de l'histoire humaine. Et un vaisseau stellaire représente ce motif dans sa forme la plus pure, la plus intense. Chaque individu sur ce vaisseau fait partie de quelque chose de bien plus grand que lui. Et cela leur donne la force de supporter des difficultés inimaginables. Car ce qu'ils font a un sens. Ils réalisent le plus grand rêve de l'humanité. Mais c'est alors que vient cet horrible mais, car ce but absolu a aussi une fragilité absolue. Il peut être brisé par une seule information, un seul message, une seule découverte. Pensez à ce message retardé de la Terre, annonçant qu'un vaisseau plus rapide est en route, ou pensez à ce qu'il découvre en arrivant à destination, que la planète habitable, que les télescopes leur avaient annoncé, est en fait un enfer toxique. Que se passe-t-il à ce moment-là? Ce but absolu se transforme en absurdité absolue. Tous les sacrifices, toutes les difficultés, toutes les pertes se transforment en un instant en néant. C'est l'effondrement psychologique le plus grand qu'un équipage de vaisseaux stellaires puisse subir, car ils n'ont pas le luxe, comme nous sur Terre, de remplacer l'absurdité par autre chose. Ils ne peuvent pas trouver un nouveau travail. Ils ne peuvent pas se trouver un nouveau passe-temps. Ils ne peuvent pas déménager dans une autre ville. Ils sont enfermés avec l'absurdité elle-même au milieu d'un vide infini dans une boîte de métal fermée. C'est le côté le plus beau et le plus terrifiant de l'être humain, notre quête de sens. Quand nous trouvons un sens, nous pouvons tout supporter. Mais quand nous le perdons, même les structures les plus solides s'effondrent de l'intérieur. Vous aussi, vous êtes dans cette quête de sens. Chaque jour, vous essayez de donner un sens à votre travail, à vos relations, à votre vie. Et parfois, vous sentez à quel point ce sens peut être fragile, comment il peut être ébranlé par une seule mauvaise nouvelle, une seule déception. À ces moments-là, vous devenez aussi un membre de cet équipage de vaisseaux stellaires. Vous vous tenez au bord de ce vide d'absurdité. Et pourtant, vous cherchez une raison de continuer. Et cette recherche nous amène à une autre dualité fondamentale, la limite de la connaissance et de l'ignorance. Un vaisseau stellaire est une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Il contient des informations sur tout, de la physique des réacteurs à la génétique agricole, du droit constitutionnel à la neurochirurgie. C'est une bibliothèque flottante, une université flottante, une civilisation flottante. C'est la nature tragique mais puissante de la connaissance. La préserver, la transmettre et l'appliquer est une nécessité absolue pour la survie du vaisseau. Chaque génération doit apprendre tout ce que la précédente savait. La perte d'une seule information critique peut entraîner une panne de système des décennies plus tard et une catastrophe potentielle.
C'est pourquoi l'éducation sur ce vaisseau n'est pas un luxe, c'est un système de support de vie. La connaissance est aussi vitale que l'oxygène, l'eau et la nourriture du vaisseau. Sans elle, même la machine la plus avancée devient un tas de métal inutile entre des mains qui ne savent pas comment la faire fonctionner. Mais, et c'est un mais très important, ce vaisseau est aussi le symbole de l'ignorance absolue, car malgré toutes les connaissances qu'il transporte, ce qu'il ne sait pas est infiniment plus grand que ce qu'il sait. Ils ne savent pas ce qu'ils trouveront dans le système de destination. Ils ne savent pas quels dangers inattendus ils rencontreront en chemin. Et surtout, ils ne savent pas ce que la Terre qu'ils ont laissée derrière eux est devenue. Ce sont les explorateurs les plus savants, mais aussi les plus ignorants de l'univers. C'est la plus belle vérité de la science. Chaque réponse ne fait que faire naître d'autres questions. Chaque découverte n'est qu'une petite île dans l'océan de notre ignorance. Et la vraie sagesse n'est pas de croire que l'on sait beaucoup de choses, mais d'accepter à quel point on en sait peu. Un équipage de vaisseaux stellaires vit cette vérité chaque jour. Ils sont confrontés aux plus grands mystères de l'univers dans leur forme la plus brute, la plus non filtrée. Et cela leur donne à la fois une grande humilité et un grand sens de la curiosité. Vous êtes également dans cette danse de la connaissance et de l'ignorance. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous réalisez aussi à quel point vous ne savez pas grand-chose. Chaque moment de « oui, j'ai compris » apporte avec lui 10 nouvelles questions « mais comment ça marche ?» Et ce cycle infini de curiosité est ce qui nous rend humains. C'est ce moteur interne qui nous poussera vers de nouveaux horizons, de nouvelles découvertes. Et oui, peut être un jour vers les étoiles. Toutes ces contradictions, le but et l'absurdité, la connaissance et l'ignorance, nous amènent à une question ultime. Que signifie tout ce voyage, ce sacrifice, cette lutte pour la survie, si la destination n'est qu'un reflet du point de départ? C'est la dernière et la plus grande contradiction, le paradoxe de la fuite et du miroir. Un vaisseau stellaire est le fantasme de l'évasion ultime, une fuite des problèmes de la Terre, de ses guerres, de sa politique et de ses contraintes. Un nouveau départ, une page blanche, une chance de construire un monde meilleur. C'est l'un des désirs les plus anciens et les plus puissants de l'humanité. Et un vaisseau stellaire est l'expression la plus concrète, la plus technologique de ce désir. Les gens sur ce vaisseau peuvent croire qu'ils ne fuient pas seulement une planète, mais aussi tout le fardeau historique de l'être humain. Mais c'est une illusion, car où que vous alliez, vous vous emportez avec vous. Ce vaisseau ne peut pas échapper à la Terre, car ce vaisseau est lui-même une Terre en miniature. À l'intérieur, il y a toutes les beautés et toutes les laideurs de la nature humaine, l'amour, le sacrifice, la coopération et la curiosité, mais aussi la jalousie, l'ambition, le tribalisme et la violence. Dans ce système fermé, ces traits humains sont encore plus intensifiés. Il n'y a nulle part où fuir. Il n'y a pas d'autre choix que d'affronter. C'est la vérité la plus tragique, mais aussi la plus éclairante. Aller vers les étoiles, ce n'est pas fuir nos problèmes. Aller vers les étoiles, c'est emporter nos problèmes avec nous, dans leur forme la plus intense, la plus concentrée. Et c'est peut être la leçon la plus profonde de toute cette histoire. Même si vous allez au coin le plus reculé de l'univers, la seule chose que vous affronterez à la fin, c'est un miroir. Ce miroir vous montre qui vous êtes, ce qu'est votre espèce et de quoi vous êtes fait. Vous affrontez aussi ce miroir chaque jour. Vous luttez avec les meilleures et les pires parties de vous-même. Vous réalisez que les problèmes que vous essayez de fuir vous suivent en fait. Et vous comprenez que la vraie découverte n'est pas de trouver de nouveaux paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Peut être que le but réel d'aller vers les étoiles n'est pas de trouver une autre planète, mais de comprendre vraiment notre propre planète et nous-mêmes, pour la première fois, but et absurdité, connaissance
et ignorance, fuite et miroir. Ces dilemmes philosophiques montrent qu'un vaisseau stellaire n'est pas seulement un problème de matériel, mais aussi un problème de logiciel. C'est à dire d'humanité. Maintenant, alors que nous approchons de la fin du voyage, il est temps de rassembler toutes ces pièces. Quel est le destin final de cette machine, de cette civilisation et de ce rêve? Et surtout, quand cette histoire sera terminée, qu'aurons-nous appris, nous qui restons derrière? Et cette question nous amène à la couche ultime, au-delà de toute cette grande histoire d'ingénierie et de survie. Nous ne demandons plus comment fonctionnent les machines ou comment les civilisations s'effondrent. Nous demandons maintenant, que faisons-nous de toute cette connaissance? Si nous savons qu'il est presque impossible d'atteindre les étoiles, que le voyage est rempli de difficultés inimaginables, et que même l'arrivée peut être une déception, où cette connaissance nous mène-t-elle? Cela nous confronte à l'une des contradictions les plus profondes de l'expérience humaine, la gémellité inséparable de la création et de la destruction. D'une part, il y a l'acte même de construire un vaisseau stellaire. C'est le sommet absolu de la créativité, de l'intelligence et de la coopération humaine. C'est des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et de techniciens qui se réunissent pendant des décennies pour créer quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, littéralement un nouveau monde. Chaque système, chaque sous-système est le résultat de centaines d'années d'accumulation scientifique et de génie de l'ingénierie. Ce vaisseau n'est pas seulement un tas de métal et de silicium, c'est l'expression la plus pure, la plus ambitieuse de l'esprit humain. C'est la beauté tragique de la création. Nous construisons nos plus grandes œuvres pour atteindre les objectifs les plus difficiles, les plus apparemment impossibles. Et dans ce processus, nous ne construisons pas seulement une machine, mais nous nous construisons aussi nous-mêmes. Nous devenons plus capables, plus savants et plus coopératifs. Mais, et c'est un mais inévitable, chaque acte de création porte en lui les germes de sa propre destruction. Ce vaisseau stellaire parfaitement conçu commence à se décomposer dès l'instant où il quitte la rampe de lancement. La deuxième loi de l'univers, l'entropie, se met immédiatement au travail. Chaque pièce, chaque molécule tend inévitablement vers plus de désordre. Cet ordre parfait se dissout lentement, mais sûrement dans le chaos. C'est la vérité la plus brutale de l'univers. Rien n'est permanent. Tout ce que nous construisons finira par retourner à la poussière. Cela ne s'applique pas seulement à un vaisseau stellaire, mais à tout sur cette planète. Les villes que nous construisons, les œuvres d'art que nous créons, les civilisations que nous fondons, toutes sont érodées par le lent et inexorable courant du temps et de l'entropie. Cette connaissance pourrait nous pousser au désespoir. Si tout finit par disparaître, à quoi bon créer quoi que ce soit? Mais c'est là le plus beau côté de l'être humain. Même si nous savons que la destruction est inévitable, nous continuons à créer, car le sens ne réside pas dans la permanence, mais dans l'acte même de créer. Vous êtes également dans ce dilemme. Vous savez que votre vie est temporaire. Vous savez que les choses que vous faites, les relations que vous établissez, ne dureront pas éternellement. Mais vous vous levez quand même chaque jour et vous essayez de construire quelque chose, de créer quelque chose, de laisser une petite trace significative dans le monde. Car vous êtes une partie de cette force créatrice qui lutte contre l'entropie de l'univers. Et cette guerre, quel que soit le résultat, est noble en soi. Et cette noblesse nous amène à la contradiction suivante. La grandeur de nos rêves et la petitesse de notre réalité. Le rêve d'un vaisseau stellaire peut être le rêve le plus grand, le plus audacieux que l'humanité ait jamais eu. L'idée de dépasser non seulement les limites de notre propre planète, mais même les limites de notre propre système solaire, de répandre notre espèce dans la galaxie. Cela reflète une ambition presque divine. Ce rêve nous inspire. Il nous encourage à penser plus grand,
à travailler sur des problèmes plus difficiles et à repousser nos limites. Les sondes Voyager, le télescope Hubble, le télescope James Webb, ce sont tous de petits mais concrets produits de ce grand rêve interstellaire. C'est le pouvoir tragique mais inspirant des rêves. Nous ne les atteignons souvent, jamais complètement, mais l'effort pour les atteindre nous emmène dans des endroits que nous n'aurions même pas pu imaginer. Mais d'un autre côté, il y a la réalité brutale des êtres qui poursuivent ces grands rêves. Nous sommes une espèce qui se débat encore avec le tribalisme, les guerres, la famine et la menace de détruire l'écologie de notre propre planète. Alors que nous rêvons d'atteindre les étoiles, nous avons encore du mal à résoudre les problèmes les plus fondamentaux de notre propre maison. Le Starship de SpaceX est la fusée la plus puissante que l'humanité ait jamais construite. Mais son but n'est pas d'aller vers les étoiles. Son but est de nous emmener en orbite, sur la Lune, et peut être un jour sur Mars. Et vous faites aussi partie de cette bataille. Cette histoire ne concerne pas seulement de futurs astronautes dans un avenir lointain. Cette histoire parle de vous. Vous aussi, vous avez votre propre système fermé dans lequel vous essayez de survivre, vos propres ressources limitées et vos propres rêves qui s'usent avec le temps. Mais cette histoire ne nous offre pas le désespoir, mais une perspective. Comprendre la difficulté d'aller vers les étoiles, c'est comprendre à quel point notre existence sur cette planète est précieuse et rare. Si ce voyage vous a aussi fait réfléchir sur notre place dans l'univers, alors partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Et en rejoignant cette chaîne, aidez-nous à continuer de poser ces grandes questions. Car l'impossibilité d'atteindre les étoiles ne devrait pas nous empêcher de les rêver. Au contraire, cette impossibilité nous dirige vers un plus grand mystère. Si l'univers est rempli de distances si infranchissables, comment se fait-il qu'au tout début de tout, en moins d'un trillionième de seconde, l'univers lui-même a franchi ces distances à des vitesses bien supérieures à celles de la lumière? Au cours de ce voyage, nous avons vu à quel point la distance entre les étoiles est écrasante. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. L'univers lui-même a enfreint cette règle au tout début. À l'instant même où tout a commencé, l'univers n'a pas seulement grandi, il a explosé. Il s'est étendu à une vitesse inimaginable. Nous appelons cela l'inflation cosmique. Lors de notre prochain voyage, nous retournerons aux premiers instants de l'univers et nous percerons le secret de cette expansion IMOS si bleue. Êtes-vous prêts ?